Bah non, parce que c'est bien, t'as l'air épanoui, Ah ouais, complètement. donc c'est ce qu'il faut. Enfin, tu n'es pas drogué sous les ponts, donc tout va bien. Pas encore. Vous écoutez Drop the Cutch. Eh bien bonjour et bienvenue dans Drop the Cutch, le podcast qui part à la rencontre des diplômés en architecture qui exercent désormais dans un autre domaine. Et aujourd'hui, on sort complètement des sentiers battus avec Noémie Plaisant. Salut Noémie. Salut. Alors pour résumer un petit peu ta carrière, tu as été diplômée en 2015 de l'INSA Strasbourg. 2017. 2017. Attends, on va refaire. On y était presque. C'est pas grave. J'avais oublié de faire cette info. Du coup, j'ai tenté au bluff. Bon, ben, tu étais diplômé en 2017 de l'INSA Strasbourg. Et ensuite, tu as décidé de ne pas te lancer en tant qu'architecte. Est-ce que c'est bien ça ? C'est ça. Alors, au contraire, tu fais désormais de l'art. D'ailleurs, on peut retrouver tes créations sur Instagram, sur le compte @noé_bas_. Mais si on reprend les choses dans l'ordre chronologique, tu as d'abord décidé de retourner sur le site de ton PFE à Séville. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le dit PFE et la Casa Pumarejo ? Pumarejo s'appelle. Alors le PFE en fait c'était un site que j'avais trouvé à Séville via un copain que j'avais rencontré en Erasmus au Mexique qui venait de Séville, qui m'avait parlé de cet endroit-là. Et donc en fait c'était un bâtiment, c'était un ancien palais qui avait traversé beaucoup de différents usages à travers le temps, qui avait été un palais, une prison, une école, vraiment plein de choses. Et donc là, ce palais, il était un petit peu revisité avec différents usages. Il y avait du logement, des trucs associatifs, des usages de quartier, des ateliers, ils organisaient des petites bouffes, etc. Donc c'était vraiment un truc très vivant, mais en même temps à 2/3 en ruine. Du coup, l'idée du projet, c'était de créer un projet social sur un site déjà occupé, en incluant un petit peu la participation des gens, en allant sur place pour se renseigner un petit peu, voir ce que les gens attendaient du projet, les inclure dans le processus, etc. Donc ça, c'était l'idée du projet. Après, quand j'ai terminé le PFE, je suis quand même pas partie tout de suite là-bas. J'ai trouvé un petit boulot d'abord à Strasbourg, dans une agence d'archi. Mais j'ai pas fait long feu en fait. J'y ai bossé 2 mois et puis ça a achevé de me convaincre que c'était pas mon truc, du moins pour l'instant quoi. Donc après je suis repartie à Séville pour participer un petit peu plus à ce projet-là in situ, parce que au final j'avais choisi ce projet-là parce que j'avais surtout envie de faire un truc participatif avec des gens, etc. Mais comme j'étais pas sur place, j'avais dû faire un truc à distance et au final ça s'éloignait un petit peu de ce que je voulais faire. Donc finalement après je suis allée sur place pour avoir une expérience un peu plus en live quoi. Et donc à Séville, t'as fait... j'imagine que tu n'as pas travaillé que sur la dite Casa. Tu m'as parlé de petites installations participatives, de petits éco-chantiers, enfin de chantiers autoconstruction, je veux dire. Ouais, alors en fait, quand j'étais allée sur place pour mon PFE, j'avais rencontré des gens de la Casa del Pumarejo, et eux après ils m'ont un petit peu introduit dans tout le réseau de projets similaires qu'il y avait dans le quartier. Donc en fait moi mon sujet de PFE c'était vraiment un élément isolé parmi tout un réseau de choses super intéressantes qu'il y avait là-bas. Donc c'est vrai qu'au début je savais pas trop où donner de l'œil parce qu'il y avait vraiment plein de projets intéressants. Donc via les gens de ce projet-là, j'ai commencé à aller aussi à un potager de permaculture qui était juste à côté.
après, via ce potager-là, j'ai été introduite un petit peu dans d'autres projets aussi du quartier, d'autres projets de permaculture un petit peu plus en dehors de la ville. Et des gens qui faisaient un petit peu de l'éco-construction. Mais là, c'était vraiment des trucs très informels, quoi. C'était même pas un cadre associatif, c'était des trucs un peu underground, tu vois. Genre des maisons, enfin c'était des maisons abandonnées, occupées, tu vois, où il y avait des squats, où ils faisaient des centres sociaux, en fait, où ils organisaient des activités, des concerts, des récitals de poésie, des ateliers de boxe ou des trucs comme ça. Et en fait, ces maisons-là qui étaient abandonnées, on allait les occuper, puis après on faisait des petits travaux dedans, on construisait des murs, en même temps on apprenait à construire en terre, on faisait de la chaux, etc. Et ouais, après, dans les petits projets de permaculture, il y avait aussi des petites constructions. On avait fait des toilettes sèches, des pergolas et tout. Après, ça restait vraiment des trucs à très petite échelle, quoi. C'était jamais vraiment des projets d'envergure, mais moi, ça m'allait plutôt bien comme ça. Et pour un projet un petit peu plus d'envergure, tu m'as aussi parlé d'un projet d'urbanisme participatif, en tout cas de réflexion sur le quartier. Ouais, c'était pas vraiment un projet d'urbanisme. En fait, il y avait un projet participatif qu'on a organisé, mais là, c'était vraiment centré sur la Casa del Pumarejo. En fait, Ok. les assos de la Casa del Pumarejo, ils ont des commissions qui se créent et qui se dissolvent au cours du temps en fonction des besoins actuels de l'asso. Donc par exemple, il va y avoir une commission pour la bibliothèque au moment où ils créent la bibliothèque ou des trucs comme ça. Et là, à ce moment-là où je suis arrivée, il y avait la commission du plan directeur. Et donc en fait, c'était un groupe de gens de l'asso de la Casa del Pumarejo qui organisait des ateliers avec les gens pour un peu recueillir des idées. Donc en fait, on essayait déjà d'avoir une réflexion entre nous sur comment on pourrait créer des supports qui parlent aux gens. Parce que souvent, les gens, quand on leur parle d'archi et qu'on leur demande de donner des idées comme ça de but en blanc, ça vient pas tout seul. Donc on essayait de chercher un petit peu des supports, des trucs qui puissent stimuler la créativité, les idées et tout ça. Donc on avait fait des maquettes interactives, on avait fait des petits jeux, des petits exercices, des gros morceaux de papier avec des schémas où ils pouvaient compléter, faire des dessins, etc. Et donc on faisait des ateliers à différentes échelles. Il y avait des ateliers qui étaient ouverts à tout le monde. Après il y avait des ateliers avec tous les membres de l'asso. Puis des ateliers avec vraiment juste les membres de la commission plan directeur. Et en fait, nous, après, on remettait un petit peu en commun tout ce qui s'était fait. On essayait de faire une synthèse pour après pouvoir proposer un dossier à la mairie avec une proposition de projet de réhabilitation pour le bâtiment, quoi. Ah oui, en fait, j'ai fait un quiproquo entre plan directeur et plan directeur d'urbanisme. Ouais, c'est peut-être avec l'espagnol. En tout cas, en espagnol, ils appelaient ça comme ça, mais... Et donc finalement, en fait, t'as gardé un pied dans l'architecture. C'est une façon complètement différente de faire de l'architecture par rapport à ce qu'on a appris pendant nos études, mais ça reste de l'architecture finalement. Ce que t'as fait au début. Oui, oui, après, c'est vraiment, oui, complètement une autre forme, parce que nous, on a l'habitude de nous demander bah, des trucs très concrets en fait, des plans, des choses déjà dessinées, établies et tout. Alors que là, c'était plus finalement élaborer un manuel avec des lignes directrices qui expliquent vers quoi on voudrait tendre, quoi. Mais ça restait très, très abstrait et très ouvert. Et d'ailleurs, il y avait une autre fille que j'ai rencontrée là-bas qui faisait aussi son PFE sur le même sujet que moi. Et elle avait fait vraiment un truc très différent parce que moi, vu qu'à l'INSA, ils demandent quand même des choses assez concrètes, assez terre à terre et tangibles, je dirais. Bah, j'avais fait un projet comme ça, en fait, un projet fini. Et en fait, elle, ce qu'elle avait fait, c'était vraiment aussi faire un catalogue de possibilités. Donc, elle avait aussi vu avec les gens, vu qu'elle était plus sur place, elle avait vu avec les gens un peu les idées qu'ils avaient, elle avait fait des sondages, des ateliers, etc. Puis après, elle avait fait un catalogue aussi avec tous les éléments matériels
qu'il y avait dans la maison qu'on pouvait récupérer, les éléments immatériels. Et au final, c'était plus ouais, un manuel d'utilisation et un guide. C'était ça son PFE, mais il y avait pas de projet vraiment concret, quoi. Et je trouve que c'est une manière intéressante aussi de l'aborder où ça reste un petit peu ouvert, quoi. Et est-ce que tu as eu des retours de leur part sur ton PFE? Ouais, j'avais fait envoyer une maquette là-bas. Donc c'était eux qui m'avaient demandé ça. Là, elle est encore là-bas d'ailleurs, mais elle est un petit peu cassée maintenant parce elle était en papier, donc c'est pas très très solide au cours du temps. Mais en tout cas, ils étaient vraiment très contents parce que, enfin, en fait, il y a pas mal d'étudiants qui s'intéressent à cet endroit-là, que ce soit en archi ou en économie, en droit, en anthropologie, etc. Et à chaque fois qu'il y a des étudiants qui viennent, qui s'intéressent à ce sujet-là, ils sont toujours contents d'avoir de nouvelles idées, un regard un petit peu frais sur leur lieu de vie, quoi. Et voilà, après, j'avais pas forcément... Enfin, j'avais pas fait la présentation vraiment du projet. Enfin, je leur avais donné tous les documents, le mémoire, la maquette, mais j'avais pas fait la présentation. Parce que, en fait, quand je suis arrivée là-bas, je me sentais pas encore suffisamment à l'aise en espagnol pour faire toute la présentation devant tout le monde. Et puis voilà, après, au final, le temps a passé, et puis je suis passée à autre chose, et je suis pas revenue là-dessus, quoi. C'est resté un petit peu en suspens. Après, il y a eu d'autres choses aussi à Séville, il y a eu des projets artistiques, j'ai commencé à m'ouvrir un petit peu à d'autres choses. En fait, c'est justement en rencontrant un petit peu tous ces gens-là, des différents collectifs, de différents horizons, à faire des projets en commun avec des gens qui avaient vraiment beaucoup de skills différents, puis d'origines socio-culturelles différentes aussi. Bah ça m'a un petit peu ouverte à plein d'autres pratiques et ça m'a donné envie d'essayer plein de choses. Donc j'ai testé après la peinture, la céramique, le textile. Et donc c'est à Séville que t'as commencé à faire de l'art à proprement parler. Ouais, enfin, bon après je pense de l'art à proprement parler, tout le monde en a déjà fait. Enfin, quand on est enfant et qu'on dessine, je trouve que c'est déjà... c'est juste que ça se perd avec le temps, quoi. Et je pense que c'est un peu là-bas que ça s'est réveillé pour moi. C'était là-bas ta première fresque? Ouais. En fait, j'avais une coloc qui bossait dans un centre socio-culturel. Donc c'était un endroit où ils faisaient des expos de photos, des concerts, des petits événements comme ça. Et un jour, elle m'a proposé d'aller peindre une fresque en live pendant le vernissage d'une expo. Donc c'était un événement où il devait y avoir quand même ouais, une centaine de personnes. Donc c'était un peu intimidant. Et au début, j'étais un peu en mode non, j'ai pas la technique suffisante. Enfin, je me sentais pas du tout capable de faire ça en fait, parce que je me sentais pas avoir les skills ou le bagage pratique et théorique suffisant. Mais au final, j'avais quand même envie de le faire au fond, donc je me suis lancée, puis je l'ai fait. Et après, c'est un peu là que ça s'est débloqué, puis que j'ai commencé à plus pratiquer. Au final, je pense que tout le monde est... Enfin, on se dit tous... on se met toujours un peu des limitations à nous-mêmes, tu vois, quand on se dit qu'on n'est pas capable. Mais je pense que quand tu veux vraiment faire quelque chose, tout le monde peut se lancer. Au final, t'as pas besoin de grand-chose. Et donc ça a été ton tremplin, ça, qui a débouché sur d'autres fresques, sur l'apprentissage de la poterie, etc. Mais je pense on pourra parler un petit peu, sauf si tu veux en parler maintenant, de ton parcours d'artiste. Ou alors on peut continuer sur tes différents périples à travers le monde. Je pense que de toute façon, les deux s'imbriquent un petit peu l'un dans l'autre, quoi. Donc tu es allé en Inde pour la première fois. Et là-bas, Ouais. t'as fait plutôt de l'art ou encore des petits projets d'architecture. La première fois, j'ai plutôt rien fait du tout, en fait. C'est un Euh, voyage. Voilà, mais comme je te disais l'autre jour, je trouve que c'est super important aussi. Ça, franchement, c'est un truc que je veux vraiment accentuer.
et qu'on n'accentuera jamais assez que c'est super important de rien faire, parfois. Je trouve que souvent on fonce un peu tête baissée dans ce qu'on est en train de faire, puis on prend jamais le recul suffisant pour réfléchir à ce qu'on veut vraiment, qui on est, qu'est-ce qui nous parle, pourquoi on est en train de faire ce qu'on est en train de faire. Donc je trouve que c'est très très important des fois de savoir s'arrêter, faire autre chose, prendre de la distance. Et après ça te donne plus d'idées. Les idées arrivent naturellement en fait de ce que tu as envie de faire. Donc là ouais, la première fois en Inde c'était vraiment plus un voyage de découverte. J'avais pas vraiment d'objectif précis, quoi. Mais t'avais une durée définie ou alors même ça, tu t'avais pas choisi? Ouais, j'étais partie pour un mois à la base. Ah, Après, une fois que j'étais là-bas, j'ai prolongé et je suis restée 2 mois. je sais pas si on peut l'aborder tout de suite ou si t'as envie d'en parler, mais on en discutait quand même pas mal l'autre jour. C'est que donc tu parles de cette liberté de prendre le temps de faire des choses, etc., de voyager, de faire des projets d'architecture en autoconstruction. Mais j'imagine que ceux qui écoutent doivent se poser la question de comment tu as fait pour survivre financièrement en faisant ces projets. Ouais, alors c'est une question que je me suis beaucoup posée aussi. Et je me la pose encore. C'est... Ouais, je suis plutôt en mode survie, quoi, je crois. Mais après, j'ai aussi appris à revoir un petit peu mes besoins. C'est-à-dire que quand j'étais en Espagne, je me contentais vraiment du minimum. Et puis je trouvais d'autres solutions aussi pour vivre. Enfin, bien sûr, il fallait payer le loyer. Mais après, pour les autres choses, j'essayais de faire de la récup, du troc. Il y avait pas mal d'entraide aussi dans les assos où j'allais avec des trucs gratuits, des échanges de services, de nourriture, de trucs comme ça. Après, quand j'étais en Inde, par exemple, je faisais une fresque pour un café, par exemple, et puis en échange, on me filait une chambre et à manger pour une semaine ou des trucs comme ça. Donc, c'était vraiment la débrouille. Sinon, quand j'étais en Espagne, en fait, pour gagner ma vie, je faisais des trucs qui avaient rien à voir avec l'archi, en fait, parce que j'avais eu un entretien pour bosser en archi à Séville, mais en fait, il me demandait de bosser à plein temps. Et c'était vraiment pas un truc que j'avais envie de faire parce que j'étais allée à Séville pour découvrir tous ces projets de permaculture aussi, ces projets artistiques, ces projets associatifs, tout ça. Donc moi, ça m'allait pas du tout en fait de bosser à plein temps. Et en fait, j'ai pas trouvé dans le monde de l'archi. Enfin, j'ai pas beaucoup cherché non plus, mais je pense que c'est assez rare les endroits où on peut bosser à mi-temps ou se garder un petit peu de temps pour ses pratiques personnelles, quoi. Donc finalement, j'ai vite renoncé à ça. Et au début, j'ai donné un petit peu de cours de français. Et je bossais un petit peu comme modèle aussi avec des artistes et des photographes. Et en fait, avec ça, j'avais pas besoin de travailler plus de 14 heures par semaine. Et après, le reste du temps, je faisais ce que je voulais, puis je pouvais participer au projet dont j'avais envie, quoi. Mais ensuite, par la suite, tu m'as dit que tu travaillais dans les vendanges en Suisse ou en France pour accumuler un petit peu de finances Ouais, pour pouvoir vivre de façon autonome le reste de l'année. ouais, ce que je te racontais là, c'était vraiment plutôt mon quotidien à Séville. Après, je partais, ouais, donc une fois par an, j'allais en France et en Suisse. D'ailleurs, là, je viens de le faire de nouveau, c'est en août, septembre, octobre. J'ai fait les vendanges, les récoltes de pommes, un peu de désherbage dans des fermes bio, ce genre de choses. En Suisse, ça paye vraiment pas mal, donc c'est quand même le bon plan pour mettre de côté, puis après faire les activités qui te plaisent sans avoir à trop penser à l'argent.
Donc, puis oui, c'est vraiment des choses qui sont à court terme, quoi, parce que t'as pas besoin d'engagement, en fait. Tu peux y aller pour une semaine ou deux et après partir. Ce qui, en archi, encore une fois, est pas trop possible. Et ce qui, pour moi, était assez important, en fait, pour, enfin, d'essayer de garder une certaine liberté et d'être libre de pouvoir aller et venir comme je veux. Donc, j'ai fait ça. Après, c'est vrai que voilà, quand tu vas en Suisse 2 mois, après tu pars en Inde, bah t'es tranquille pendant un moment, quoi. Et puis bosser comme ça, proche de la nature, moi ça m'a beaucoup plu aussi parce que une des autres choses que je reprochais au monde de l'archi, c'était ce côté bah être dans un bureau devant un ordinateur, assis sur un siège toute la journée. Et moi, c'est un truc qui me convient pas parce que j'ai vraiment besoin de concret en fait. C'est aussi pour ça que j'ai fait un peu d'artisanat, de céramique, etc. Parce que j'ai besoin en fait de sentir les matériaux dans mes mains puis de voir les choses prendre forme rapidement. Ce qui me faisait un peu défaut en archi. Et là, être dans la nature, dans le milieu de l'agriculture quelques semaines par an, c'est un truc qui me fait beaucoup de bien aussi parce que bah, c'est quelque chose où on n'a pas besoin de beaucoup de réfléchir. Donc, si tu prends un petit peu de temps aussi pour faire le vide, après, t'as les idées plus claires et puis t'es proche des plantes, ça fait du bien. L'objectif de ce podcast, c'est d'insister sur le fait de prendre le temps de s'ennuyer et de faire le vide dans sa tête. On l'a bien compris. C'est ça. Et donc, après l'Inde, je suis perdu niveau chronologie là, mais après l'Inde, t'es retourné en Espagne pour faire artiste vraiment cette fois. Oui, après, quand je suis retournée en Espagne, j'ai quand même recommencé à... Enfin, je continuais encore à donner les cours de français, etc. Parce que là, j'ai pas encore... Enfin, pour l'instant, je vis pas encore de ce que je produis artistiquement, quoi. Donc, je donnais quand même toujours les cours de français. Après, j'ai développé un petit peu plus ma pratique artistique. J'ai fait un petit peu d'illustration. J'ai pris des cours en ligne aussi. Et tiens, d'ailleurs, pour la céramique, c'est intéressant parce que c'était aussi... en fait, j'ai trouvé une céramiste à Séville. Et c'était aussi sur la base de troc, en fait. Encore, encore en mode débrouille, tu vois. Genre, elle voulait apprendre l'anglais. Du coup, moi, je lui ai donné des cours d'anglais et elle me donnait des cours de céramique en échange. C'est super marrant, on n'imaginerait pas que c'est possible. Enfin, on connaît pas enfin, je ne connais pas du tout le monde du troc. Bah, en fait, il faut juste oser proposer aux gens. Parce que, enfin, toi, t'as toujours plein de cordes à ton arc. T'as probablement des choses susceptibles d'intéresser l'autre personne. Du coup, bah ouais, il suffit de se proposer, puis si t'as de la chance, tu peux trouver un deal. Et donc, t'as appris la poterie. Donc, pour l'instant, en tant qu'artiste, tu fais des fresques, donc en peinture. Tu fais Ouais. des petites toiles qui sont avec un peu de collage, non? Il me semble. Tu fais Ouais, je des fais choses des tissées. illustrations. C'est pas vraiment des toiles, mais c'est un petit peu multitechnique. Enfin, je pense que ça reflète bien ma personnalité parce que je suis vraiment du genre à me disperser un peu partout. Et c'est des... Enfin, j'ai vraiment envie d'essayer plein de choses différentes et j'ai du mal à me fixer sur quelque chose. Donc, c'est plus des illustrations, en fait, qui sont vraiment multitechniques parce que j'ai envie de tout essayer, en fait. Donc, il y a de l'acrylique, de l'encre, du crayon et après, effectivement, des fois, je découpe des trucs, je les colle, mais toujours avec la base de choses que j'ai dessinées moi-même. Et c'est quoi tes sujets de prédilection? Tes inspirations? Euh, Ça dépend vraiment des moments, j'ai l'impression. J'ai un peu des phases. Et je pense que ça a pas mal changé depuis que je suis allée en Inde, justement. Que ça a pris une dimension un peu plus spirituelle. Parce qu'en Inde, j'ai fait pas mal de yoga, de méditation, etc. Donc c'était vachement introspectif.
Et j'ai eu pas mal de réflexions sur l'univers, le cosmos, la place de l'être humain dans tout ça. Du coup, c'est un petit peu mes sujets de prédilection. J'ai un peu une fascination pour les plantes aussi. Peut-être t'as déjà compris. Euh, et donc, artiste, c'est un truc qui te plaît et t'aimerais essayer de te lancer vraiment sérieusement dans la vente de tes œuvres. Ouais, là j'ai commencé à vendre un petit peu sur Instagram. J'ai fait des petites ventes flash et en fait je me suis rendu compte que ça marchait assez bien, même en n'ayant pas beaucoup de d'audience sur Instagram, ça a quand même plutôt bien marché. Du coup, je me suis rendu compte que bah, ça plaisait aux gens et que il y avait peut-être un truc à développer là-dessus. Donc, je pense que je vais essayer de me concentrer un petit peu là-dessus, développer ça, créer un site internet. Et vu que tu es toujours en appétit pour apprendre de nouvelles choses, il y a des techniques que tu as en vue pour diversifier ta pratique Euh, d'art. ouais, là, en fait, là, en ce moment, j'utilise pas mal de l'encre et du pastel à l'huile et de la peinture acrylique. Et j'aimerais bien apprendre la peinture à l'aérographe. Et j'aimerais bien aussi apprendre le dessin numérique, digital. Donc je pense que dès que je peux, je vais essayer d'investir dans une petite tablette et puis essayer de développer un peu ça. En plus, vu que je suis un petit peu nomade, ça me tente bien l'idée d'avoir une petite tablette avec un studio d'art complet inclus dedans, en fait, avec toutes les couleurs en illimité, sans que ça pèse 20 kilos. Ça commence par faire du dessin numérique et ça va finir dans un bureau d'archi devant son ordi toute la journée, hein. Tu le Non, sais. je ferai un dessin numérique sur ma tablette à la plage en Inde ou dans la jungle au Mexique. Tu te D'accord. calmes. Euh, petite question, c'est la super question que j'ai trouvée maintenant, c'est si tu avais devant toi la Noémie du passé, soit en fin du lycée, qui est sur le point de s'orienter, soit pendant les études d'archi, qui se demande ce qu'elle fait là. Qu'est-ce que tu lui dirais? Et avec le recul que tu as maintenant, qu'est-ce que tu pourrais lui dire pour qu'elle s'accroche? Parce qu'il y a des choses dans ces études d'architecture qui sont forcément positives qu'elle ne voit pas forcément et peut-être sur elle-même, quel est le conseil que tu voudrais lui donner pour qu'elle tienne et pour qu'elle se comprenne mieux? C'est une bonne question. Euh, déjà, je regrette pas du tout d'avoir fait archi. Donc, je lui dirais pas de pas choisir ça. Euh, Parce que effectivement, ouais, c'est des études qui t'apportent énormément. Enfin, on en a déjà discuté l'autre jour. Je trouve que c'est vraiment très diversifié. Ça t'ouvre à plein d'horizons différents. Ça te donne une certaine logique, une certaine structure, une certaine ouverture d'esprit. Donc, je pense que ce que j'ai fait en architecture, ça me sert largement aujourd'hui, même si ça se voit pas forcément. Euh, Après, ce que je dirais donc à la moi du passé, je pense que ce serait de pas stresser, que tout va bien se passer, parce que ouais, en fait, à la fin des études d'archi, j'ai vraiment eu cette sensation de vertige, en mode je fais quoi maintenant? Parce que je me mettais vraiment beaucoup la pression en me disant il faut absolument que je trouve un truc qui soit en accord avec mes valeurs et puis qui me fasse plaisir et en même temps qui me m'offre un moyen de subsistance. Et en fait, je me mettais vraiment la pression parce que je me disais merde, ça fait beaucoup de critères, je vais jamais trouver ça d'un coup. Et en fait, effectivement, tu trouves jamais tout de suite. Mais en fait, je pense qu'il faut de la patience. Il faut aussi tester plein de choses. Ça, c'est un truc que je voudrais dire aussi. D'essayer plein de choses parce que si on n'essaye pas plein de choses, on peut pas savoir ce qui nous plaît. Et puis, de se détendre qu'on va finir par trouver ce qu'il nous faut. On va finir par retomber sur nos pattes. Voilà, puis il faut pas trop s'inquiéter si ça vient pas tout de suite. Très
Très bien. Bah, c'est un message consistant que tu essayes de donner. Je sais pas quoi rajouter là-dessus. Faut avoir confiance en fait, parce que en fait, dès que tu te lances dans un truc qui te plaît, c'est un peu comme ce qui m'est arrivé assez vite, tu vois, où je suis allée à un endroit, et puis après j'ai rencontré des gens là-bas qui m'ont emmené à un autre endroit, qui m'ont emmené à un autre endroit, et au final, dès que tu te lances dans quelque chose comme ça qui t'attire, qui te fait envie, tu vas finir par être guidé naturellement vers d'autres choses vers lesquelles tu veux tendre, en fait, même si c'est pas au début ce que tu avais cherché, tu finis par trouver ce dont tu as besoin. Il faut vraiment, aussi toi, c'est vraiment l'illustration concrète, c'est vraiment, faut saisir les opportunités qui s'offrent à toi, même si au début ça te fait peur, que ce soit les différentes mailles de ton réseau que tu as tissé à Séville, ou bien la proposition de faire une fresque en direct pour un vernissage. C'est vraiment l'illustration concrète d'opportunités qui s'offrent à toi et que tu dois Mm. saisir. Ouais, c'est vrai que surmonter ses peurs, c'est un message important aussi. Parce que je pense que c'est un peu derrière nos peurs que se cachent nos meilleures expériences. Et souvent, c'est à cause de nos peurs qu'on n'ose pas y aller. Et c'est vachement dommage parce que moi, j'avais vachement aussi cette peur-là du manque de sécurité financière. Je pense qu'on l'a un peu tous, surtout parce que voilà, on veut aussi faire plaisir à nos parents et nos parents, ils veulent qu'on ait une stabilité financière. Puis même pour nous, on a envie d'être indépendant. Mais au final, il n'y a pas besoin de grand-chose et puis il n'y a pas besoin d'en avoir trop non plus. Donc quand on revoit un peu ces standards, qu'on accepte d'être plus flexible, qu'on a moins peur des obstacles, au final, les choses finissent par arriver naturellement. Enfin, du coup, être en mode survie, pour reprendre des mots, finalement te stresse moins que l'anticipation que tu avais de ne pas avoir les moyens de vivre. Oui, ça m'a stressé beaucoup au début en fait. Et maintenant, je suis beaucoup plus détendue par rapport à ça parce que avec le recul, je vois que bah j'ai toujours trouvé une solution en fait. Il y a toujours des petits trucs à faire. Si vraiment t'es dans la dèche à un moment, il y a toujours des petits boulots. Enfin, tu t'en sors toujours en fait. Je pense il faut pas passer à côté de ce que t'as envie de faire si ton seul argument c'est la sécurité financière et la peur de pas avoir ce filet de sécurité derrière toi quoi. Si c'est vraiment ça ton seul obstacle, c'est dommage de te priver de ce qui te fait vraiment vibrer dans la vie. Et là, t'es quand même toujours dans une phase d'exploration, en quelque sorte. Enfin, t'es très libre, mais t'es encore en train d'expérimenter plein de nouvelles choses, dans plein de domaines différents, de découvrir le monde, te découvrir toi-même. Est-ce que t'as une idée par exemple, dans 20 ans, où tu seras? Alors là, aucune. Zéro. Non, mais c'est vrai que je me pose un petit peu la question des fois sur bah, quand est-ce que je vais finir par me poser. Et j'ai aucune idée si ce moment viendra un jour en fait. Parce que à chaque fois je me dis, allez, dans un an, dans 2 ans. Et puis au final, chaque fois je me dis, non, mais en fait, je veux encore faire ça avant, et ci, et ça. Et au final, ça n'a pas de fin, quoi, parce que il y a toujours des choses à découvrir. Donc là, peut-être que je commence un peu à ressentir quand même l'envie de me poser, mais je me vois plus, tu vois, peut-être poser quelque part 6 mois à l'année, et puis les 6 autres mois, être un petit peu mobile et puis continuer à explorer, quoi. Par exemple, là, tu vois, l'année prochaine, je voulais commencer une formation de céramiste, en me disant, allez, je fais ça, puis après je vais me poser, faire un atelier et vraiment investir tout mon temps là-dedans. Et puis en fait, après, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit qu'il voulait aller au Brésil en voilier l'année prochaine. Du coup, je me suis dit, bah non, en fait, je vais plutôt faire ça. Donc,
qui sait, dans 20 ans, où est-ce que ça m'aura amené, toutes ces choses-là? Mais c'est super. C'est- Bon, bah, très bien. Non, mais c'était pas obligatoire d'avoir une réponse, hein, mais c'était juste pour avoir Voilà, ton c'est état c'est une d'esprit. réponse plutôt vague. Oui, c'est une réponse Ouais. plutôt vague, mais qui finalement est en accord avec ce que tu dis depuis le début, donc... Après, je crois que si vraiment je dois avoir une vision de dans 20 ans, je me verrais vraiment en mode grosse babos dans une communauté de permaculture avec des copains et des copines qui font de la musique. On danserait, on chanterait, on se ferait des bonnes bouffes, et on ferait de l'art. Puis peut-être qu'on organiserait des petits ateliers pour les gens ou des trucs comme ça. Ce serait peut-être... Attends, dans 20 ans, j'aurais quel âge? 46? Ouais, non, peut-être plutôt dans 30. Ah là là, tu me fais rire. Eh ben écoute, Mais je pense que, que c'était une très bonne conclusion. Euh, Bien, merci beaucoup d'avoir accepté cette petite discussion. Je pense que c'était vraiment très instructif et que ce sera vraiment très instructif pour tout le monde d'avoir ce regard complètement différent sur, sur la vie en général. je me Et, demande ce que les profs de l'INSA vont en penser. bah non, parce que c'est bien, t'as l'air épanoui, Ah ouais, complètement. donc c'est ce qu'il faut. Enfin, tu n'es pas drogué sous les ponts, donc tout va bien. Pas encore. Bon, eh bien merci beaucoup Noémie. Eh ben ça m'a fait plaisir. Et merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous voulez faire un commentaire ou une critique, vous pouvez envoyer un message à @iQuitech sur Instagram ou laisser un avis sur Apple Podcast. Un grand merci à Simon Tsika et Darius Afshar pour avoir composé la musique du générique et à Louise Gonémery qui réalise toutes les illustrations sur Instagram. C'était Drop the Quitch.